Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 22 juin 2025. C'est la toute dernière de la saison et vous y trouverez une touche spéciale pour souligner le mois national de l'histoire autochtone, une période de célébration de la culture et de l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Aujourd'hui, donc, en seconde partie d'émission dans les coulisses du livre, je reçois Mélissa Molène-Dupuis. C'est l'auteur Pierre-Alexandre Bonnin qui assure la tribune littéraire de grandes personnes à propos de séries captivantes. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois un duo d'invités, Elisabeth Dubé, coordonnatrice générale de Je lis autochtone, et l'autrice Innu Moira Washteskun Bacon. Et c'est Émilie Harvut de la librairie Flottille aux îles de la Madeleine qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi des jeunes qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir deux invités, Elisabeth Dubé, coordonnatrice générale de Je lis autochtone, et l'autrice Innu Moira Washteskun Bacon. Bonjour, mesdames. Kwei. Kwei, bonjour. Alors, Moira est avec nous en studio et Elisabeth est à distance avec nous parce que vous êtes loin physiquement. Bienvenue à toutes les deux à Imagemo à voix haute. Elisabeth, on s'est rencontrés lors du Salon du livre de Montréal. Dites-moi, qu'est-ce que c'est l'organisme Je lis autochtone? Depuis quand ça existe? Et puis, c'est quoi votre mission? Oui, bien en fait, la campagne en juin Je lis autochtone a commencé en 2020, donc au début de la pandémie. On parlait beaucoup des littératures québécoises, étrangères, etc. Et les copropriétaires de la librairie Anénorac, située à Wendake, ont voulu mettre de l'avant les littératures autochtones, donc les livres écrits par des auteurs, des autrices autochtones. Et c'est comme ça qu'est née la campagne En juin, Je lis autochtone pour souligner du même coup le mois national de l'histoire autochtone et de créer une meilleure connaissance des cultures autochtones et de faire une rencontre interculturelle entre allochtones, donc non autochtones, et autochtones. D'accord. Et quelle meilleure façon de découvrir des cultures que par leur littérature. Donc, c'est comme ça que ça a démarré et ils se sont rendus compte avec les années et les éditions de la campagne qu'il y avait des besoins criants et que les gens avaient un intérêt marqué pour les littératures autochtones, mais aussi que dans les communautés autochtones, il n'y avait pas forcément un grand accès aux livres. Donc, de là est né l'organisme à but non lucratif Je lis autochtone, qui est chapeauté par un conseil d'administration presque exclusivement autochtone et qui nous a permis d'accroître nos actions à l'année, d'avoir une permanence aussi qui est dédiée à la mission. Donc, maintenant, oui, on fait la promotion des littératures autochtones au grand public, mais on donne également un meilleur accès aux livres dans les communautés autochtones et par différents moyens pour accroître la littératie. Et on veut, de cette façon-là, créer une rencontre interculturelle. Donc, on souligne là, les 2 ans maintenant de la création de l'organisme à but non lucratif Je lis autochtone. Ah, c'est parfait. Ça éclaire. Je trouve ça intéressant, tout cet aspect historique. Puis je trouve ça intéressant aussi que vous soyez utile autant pour la communauté que pour assurer le lien, perpétuer le lien aussi entre autochtones et allochtones. Vous proposez sur votre site un catalogue littéraire, Je lis autochtone, et vous proposez également des carnets qui sont publiés chaque année. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 2 types de ressources?
Oui, donc sur notre site Internet, nous avons le catalogue Gelis autochtone. Souvent, les gens ont de la misère à identifier les littératures autochtones, qu'est-ce qui est un livre autochtone. Alors, on a essayé de faire un recensement et on tente de le mettre à jour continuellement. Et dans ce catalogue-là, qui est divisé par genre littéraire, c'est ce qu'on essaie de faire la promotion aussi, hein. Les littératures autochtones, ce sont des livres écrits par des auteurs, des autrices autochtones, mais il y en a pour tous les goûts et tous les genres. Donc, autant de la littérature jeunesse, de la poésie, des romans policiers, de la science-fiction. Donc, vous allez en trouver vraiment un grand choix sur notre site web. Et ben c'est ça, on travaille à faire la constante mise à jour. Pour ce qui est des carnets, on publie à chaque lancement, en fait, de la campagne, parce que la campagne, même si on est un OBNL, elle continue d'année en année. On en est à la 5e édition cette année. Donc, le 1er juin, on lance toujours ces carnets-là qui se retrouvent dans les librairies et les bibliothèques participantes, ainsi que sur notre site web en PDF. Et vous avez là-dedans toutes les nouveautés, donc pour cette édition-ci de juin 2024 à juin 2025, classées par catégorie toujours. On a aussi des entrevues avec des auteurs, des autrices. On a des recommandations littéraires de ces artistes autochtones-là. Cette année, en nouveauté, on a même des bookstagrammeurs, bookstagrammeuses qui ont fait des recommandations. Et on a d'ailleurs un texte inédit. Chaque année, on change d'artiste. Et cette année, ben, c'est Moira Wateshkun Bacon qui a fait justement cette nouvelle-là où on retourne en enfance. Donc, c'est vraiment pour tous les publics et on fait ces petites pépites. Là, on trouve des belles découvertes. Puis des fois, ça nous permet de voir autre chose puis de sortir de notre zone de confort littéraire. Ben oui, tout à fait. Parce que effectivement, il y a Michel Jean qui a contribué à faire connaître la littérature autochtone, mais il n'y a pas que Michel Jean. Et c'est ça l'idée. Outre le site web de Gelis autochtone, dont on va mettre le lien sur notre site, où est-ce qu'on peut vous voir concrètement et vous entendre, Élisabeth? Bien, on est dans la majorité des salons du livre partout au Québec, donc on se promène beaucoup. On a notre kiosque traditionnel de vente, donc vous pouvez avoir, et tous les livres qui se trouvent dans notre kiosque, ce sont des livres uniquement écrits par des auteurs, des autrices autochtones. On a aussi en nouveauté depuis la fin de 2024 un tout nouvel espace découverte. Donc c'est un grand kiosque où on a une carte avec toutes les nations, les communautés autochtones du Québec, parce que bon, il y a 11 nations ici au Québec, et c'est important pour nous que les gens connaissent. Ben, on prend un livre, l'auteur est de quelle nation, de quelle communauté, on peut en connaître davantage. Donc c'est un bel espace avec un coin du feu. Donc on a des animations avec des auteurs, des autrices conviviales autour d'un faux feu, là, vous comprendrez bien, mais ça crée une belle dynamique, un bel accès aussi, des belles discussions avec nos auteurs. On fait aussi la route des powwows. On les fait pas tous, mais on est sur plusieurs on fait la visite dans plusieurs communautés. Puis ça, c'est pendant l'été, surtout? C'est pendant l'été, exactement, la saison estivale. On va être aussi au Festival Coué, notamment ici à Québec. Et on fait aussi des mini-salons du livre. Donc, on se rend directement en communauté, on rencontre les jeunes et les moins jeunes, bien évidemment, pour leur parler des gens de leur nation qui ont écrit, pour qu'ils puissent bien s'identifier aussi à travers cette littérature-là, pardon. Et on fait aussi des formations auprès des libraires, bibliothécaires, des enseignants également. Donc, on essaie d'aller aussi dans les écoles de plus en plus. Puis tout ça, ben, on est en éternelle croissance et développement. Et on souhaite juste que vous continuiez à essaimer puis à grandir. Élisabeth, absolument. Vous nous avez proposé pour l'entrevue d'aujourd'hui de rencontrer l'autrice Innu Moira Wateshkun Bacon, la porte-parole de Gelis autochtone 2025. Bonjour Moira, rebonjour. Oui, recueil. Oui, et c'est un plaisir de vous recevoir en studio. Vous avez publié déjà 2 romans pour les jeunes adultes, adolescents. En 2023, Envole-toi, Migoun. Et tout récemment, L'ami de mon père, aux éditions Anénorak, dont on a parlé tout à l'heure. Initialement, vous avez étudié le droit. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'écriture? La passion, tout simplement. Ah oui? En fait,
J'ai toujours été très attirée par l'univers des lettres, de l'écriture. Depuis ma tendre enfance, j'écris beaucoup des histoires de toutes sortes. Puis, disons que c'est la peur un peu d'explorer ce domaine-là qui est présenté avec beaucoup d'incertitudes et aussi compétitif. J'avais pas vraiment confiance en moi à l'époque, donc je me suis dit, je vais aller vers une valeur sûre, je vais m'engager vers le droit. Mais quand j'ai commencé à plonger dans le droit, je me suis pas vraiment reconnue dans cet univers-là, fait que j'ai décidé d'essayer, à tout le moins, d'explorer le domaine des lettres, de la littérature. Puis finalement, j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis coup de cœur confirmé. Exact. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Dans vos 2 romans, les personnages principaux, c'est 2 jeunes filles, Migun et Maria. 2 jeunes filles inoues d'environ 15 ans. Qu'est-ce qu'elles ont en commun avec la jeune Inou que vous étiez adolescente? Migun, je crois que c'est le désamour, la honte de moi-même. Donc, c'est vraiment... Migun personnifie un peu ces sentiments-là que j'ai ressentis dans mon enfance, particulièrement quand j'ai déménagé en ville et des expériences que j'ai eues là-bas qui sont similaires d'une certaine manière à ce que Migun expérimente, oui, exact, dans sa nouvelle école secondaire. Puis Maria, c'est plus l'incompréhension et le sentiment de révolte, dans le sens que Maria a une douleur que j'ai et que je partage avec plusieurs jeunes Inuits, jeunes des Premières Nations. On partage tous une même douleur, une même blessure causée par la colonisation, par les impacts de la colonisation qui persistent encore jusqu'à aujourd'hui. Puis, mais je ne le savais pas à l'époque. Puis, comme Maria ne le sait pas elle-même, et même à la fin du livre, je suis pas sûre que ce soit réglé, que ce soit précis dans sa tête. Mais je voulais vraiment comme aussi représenter cette partie-là de mon adolescence que j'ai pas compris à l'époque, que j'ai dû comprendre plus tard, pour peut-être, en espérant, guider un peu mieux les jeunes d'aujourd'hui qui, s'ils lisent ce livre-là, peut-être vont mieux comprendre leurs propres blessures. Mais à tout le moins, ils vont peut-être se reconnaître, puis avoir un modèle quelque part dans la littérature, puis c'est ça qui est important. Oui, exact. Je pense, hein? Dans les 2 histoires, ce que vous racontez, c'est confrontant. Vos personnages vivent ou ont vécu, vous en avez parlé, des blessures, des traumatismes qu'on peut lier à du racisme sournois ou encore aux conséquences sur toute une communauté, sur plus d'une génération, de ce qui a été vécu dans les pensionnats ou bien lié à la colonisation. Est-ce que vous pensez qu'écrire, ça permet de guérir, Moira? Et si ça permet de guérir, de quelle façon? En fait, quand j'écris, j'y vais un peu dans un objectif égoïste de me guérir moi-même. Dans le fond, à travers Envole-toi Migun, j'ai vraiment fait la paix avec une partie de ma jeunesse dans laquelle je me sentais pas bien, j'avais honte de moi-même. Puis ça m'a permis aussi de mieux comprendre ma souffrance, puis comment l'aborder par la suite, parce que écrire, ça me permet de mettre des mots sur des blessures, puis en mettant des mots, en identifiant aussi les bons mots, ben ça me permet de reconnaître et ensuite pour guérir. C'est déjà une première étape. Oui, exact. Un peu le diagnostic avant le traitement. Avant le baume. Oui, exact. C'est bien connu, hein, ici, je vous cite vous-même. Écrire des livres, ça met pas de bouffe dans ton assiette. Et donc, en plus d'écrire actuellement, vous donnez des ateliers d'écriture à des enfants du primaire et vous rencontrez vos lecteurs aussi dans les salons du livre. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces rencontres avec les jeunes puis avec ceux qui vous lisent? Bien, d'abord, avec les jeunes avec lesquels je travaille, ils m'inspirent beaucoup. L'ampleur de leur créativité, de leur imagination me fascine vraiment à chaque fois. Ils me nourrissent vraiment. Ils me permettent un peu de nourrir mon enfant intérieur, puis de le garder vivant aussi. Puis aussi, quand je rencontre des jeunes dans les salons du livre et tout ça, ça me donne aussi l'occasion d'établir un contact avec des jeunes des communautés, des jeunes des Premières Nations. Puis, en fait,
j'écris principalement pour eux. Ouais. Oui, comme tant mieux s'il y a plus que ça, plus que ce public-là qui s'intéresse à mes écrits. Mais j'écris pour eux, pour répondre à leurs questions, pour les guider un peu dans leur recherche identitaire, dans leur recherche de soi. Donc, les voir s'intéresser à mon travail, ça me permet je trouve ça encourageant. Mais c'est gratifiant, puis c'est riche aussi, dans les deux sens. Oui. C'est ça qui est intéressant. Exact. Parce qu'ils sont fiers de vous rencontrer, ces lecteurs-là aussi. Vraiment. Qu'est-ce qui mijote actuellement dans votre marmite d'autrice? Plusieurs projets. Je ne sais pas à quel point je peux en révéler, mais oui, c'est encore en cours. Pour le même type de lecteur, le même groupe d'heures? Oui, toujours. Pour la plupart des projets. OK. Oui, c'est ça, j'en dirais pas plus. D'accord, on va s'arrêter là. Alors, toutes les deux, Moïra et Elisabeth, qui est encore avec nous, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer c'est la partie difficile, de leur coup de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Je vais donner la parole à Elisabeth d'abord. Oui, bien, moi, je vous recommande « Quel est mon super pouvoir » écrit par Aviat Johnson, illustré par Tim Mack et c'est publié aux éditions Les Malins. Oui. Ce que j'aime, c'est qu'il y a le format tout carton pour les plus petits, il a été adapté pour les plus petits, mais il y a aussi le plus grand format avec du papier régulier pour nos plus grands. Et c'est une jeune Inuk qui vit en communauté et elle se promène un beau jour et elle voit tous ses amis et elle dit hey, cet ami-là, son super pouvoir, c'est qu'elle court vite. Il y en a un autre qui est très drôle. Donc, il y a plein elle voit le super pouvoir de tous ses amis. Et là, elle arrive à la maison, puis elle demande à sa mère, mais moi, quel est mon super pouvoir? Et je trouve que ce livre-là, son plus grand super pouvoir, en fait, c'est de amener une certaine auto-analyse aux enfants qui vont chercher ensuite leur super pouvoir à eux et qui vont faire le tour de la famille. Mamie, elle, son super pouvoir, c'est de bien cuisiner. Mon grand-père, maman, mes tantes, fait que les amis à l'école. Donc, je trouve qu'il y a un effet très rassembleur, très... d'accroître l'estime de soi. Puis en même temps, on voit la jeune fille qui se promène en communauté. Donc, c'est magnifique. Et en même temps, les jeunes peuvent apprendre certains mots en Inuit. Oui, tout à fait. Donc, c'est toujours le fun. Merci pour la suggestion. On l'a déjà lu à Marie raconte ce livre-là. C'est un très beau livre. Merci, Elisabeth. Et Moïra, votre coup de cœur. Oui, à vrai dire, on ne s'est pas consulté, mais moi aussi, j'ai une recommandation d'une Inuk qui est, moi, par exemple, c'est une œuvre différente. C'est Trouver la maison de Océane Kitura Bohémier Toutou, qui a fait l'écriture et qui a fait les illustrations de son livre destiné à un public de 10 à 14 ans, mais évidemment, plus vieux peuvent aussi s'y intéresser. Donc, ça raconte l'histoire de Louisa, une Inuk de 9 ans qui a perdu la voix après la disparition de sa mère. Puis ensuite, elle se retrouve, elle s'égare en forêt et elle se retrouve plongée dans un univers peuplé de créatures étranges. Donc, à travers toutes ces péripéties-là, ces créatures-là lui permettront de retrouver sa voix et sa maison. Ah, c'est formidable, donc un peu fantastique. Oui, exact. Oui, excellent. Je vous remercie toutes les deux, Elisabeth Dubé, pour votre engagement, pour votre implication auprès des autrices et des auteurs autochtones. Et merci, Moïra Ouachtescun Bacon, pour ces intrigues touchantes, ponctuées d'action, d'aventure, ces quêtes identitaires aussi, qui permettent aux jeunes de se reconnaître. Merci beaucoup à toutes les deux. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Adélaïde, j'ai 11 ans. J'aime beaucoup lire parce que je me sens calme. C'est très agréable. J'aime ça être toute seule et j'aime beaucoup lire comme ça. La chronique coup de cœur des libraires.
On reçoit Émilie Arvu. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes libraire à la charmante librairie Flottille, qui est située à Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine. Juste d'y penser, moi, ça me fait du bien. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette librairie Flottille? C'est une belle librairie, mais c'est aussi la seule librairie indépendante et coopérative des îles de la Madeleine. Ah oui, la Puis seule. on est situé en plein cœur du village de Cap-aux-Meules sur l'île centrale, à 2 pas du quai et du chemin du quai, fait qu'on est vraiment dans le village. Tout à fait au centre. Et vous y êtes depuis quand? J'y suis depuis le début, mais la librairie est jeune. On a ouvert, nous, en novembre 2022. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ouverte. Ouais. Et qu'est-ce qui vous y a mené? Qu'est-ce qui m'y a mené? Je dirais vraiment la passion des livres. Moi, j'ai été approchée par une amie qui avait monté le projet, qui avait pensé en fait le projet. Puis dès le début, j'ai intégré l'équipe. Puis maintenant, on est 3 libraires passionnés. Mais comme c'est une coopérative, on a la chance d'être supporté par le conseil d'administration et surtout par plus de 1000 membres, utilisateurs, utilisatrices, qui vraiment font bouger le lieu, rayonner le lieu, puis le font vibrer. Vraiment. Oui, hein? C'est grâce aux gens, parce que c'est une coopérative. C'est vraiment la particularité de votre librairie. Alors, aujourd'hui, vous nous présentez, Émilie, quelques-uns de vos coups de cœur de libraire. On vous écoute. Oui, alors ça n'a pas été facile du tout de faire un choix, mais j'ai fait un tour de librairie dans ma tête, puis j'ai pensé un peu à nos sections chouchou. On a vraiment une section écriture du voyage qui est beaucoup autour de la marche et de la mer et de l'insularité. Et puis une section écriture du vivant. Et puis c'est sûr que ces sections-là, elles se retrouvent dans notre rayon jeunesse. Alors je suis partie un peu sur cette idée-là et j'ai pensé à deux autrices. 2 livres en fait de l'autrice Mélanie Rutten pour tout ce qui est écriture du vivant. Ouais. Et puis un livre de Amine Opeski pour l'écriture du voyage. Oui. Alors, lequel vous voulez commencer? Alors, je plongerai bien avec Mélanie Rutten, qui est une autrice illustratrice belge, aquarelliste, qui a des livres vraiment, vraiment magnifiques et qui propose des albums, soit des tout cartons pour les petits, mais aussi des livres pour les plus vieux avec du contenu un peu plus sensible. Le premier, c'est L'Arbre de Ploc. Dans L'Arbre de Ploc, qui est un tout carton, on retrouve Ploc et ses amis, Tine, Baba et le petit Bubu, qu'on avait déjà découvert dans le premier livre de la série qui s'appelait juste Ploc. Et ces 4 amis-là, on les suit au quotidien. Ils jouent, ils pleurent, ils rient, ils vivent de grandes aventures, mais à hauteur d'enfants. Dans le livre, dans cette aventure-là, L'Arbre de Ploc, ils décident de se mettre à jouer aux arbres. Et c'est super délicat, fait que c'est Ploc qui donne l'idée. Puis bien sûr, ses amis vont l'imiter, mais d'abord, ils deviennent des graines d'arbres roulées en boule. Puis ils se déroulent, puis ils grandissent, ils font pousser des feuilles, ils font pousser des fruits. Ils deviennent des graines et finalement, redevenus graines, ils se mettent à rouler et ils atterrissent sur la mousse. C'est délicieux, mais c'est délicat, c'est simple. Mais on sait qu'un texte simple, c'est un texte qui a été beaucoup travaillé pour avoir l'air simple. Ouais. Et que moi, et en plus, dans elle est autrice illustratrice, donc c'est elle qui choisit sa palette de couleurs. Et dans celui-là, elle a vraiment des couleurs franches, vives. C'est vraiment un univers enfantin, très joyeux, très inspirant. Moi, ce livre-là, je l'ai déjà animé dans des camps art nature avec des petits enfants tout petits. Et c'était tellement beau de les voir spontanément se mettre, après la lecture, plus tard dans la journée, se mettre à jouer aux arbres. Oui, eux aussi. Alors, ça initie le jeu. Vous parliez d'un deuxième titre de la même créatrice. Oui, j'ai pensé au livre Nour, le moment venu, c'est une fable. Et dans cette fable-là, Nour déménage et elle doit trouver un nouvel endroit pour habiter, une cabane, se faire une cabane. Elle fête son anniversaire, tous ses amis sont là, même son ami Oko, qui n'a pas de cadeau. Alors elle est un peu déçue, mais Oko lui dit qu'il a une surprise. C'est juste qu'il va vraiment falloir patienter. Et toute l'histoire se passe autour de la patience, le moment présent, prendre le temps de faire les choses. J'aime beaucoup le petit personnage Nour parce que pour plusieurs raisons, mais par exemple quand elle ne sait plus quoi faire, elle danse.
ou parce que des fois elle a envie de rester seule et elle refuse qu'on l'accompagne, ou parce qu'elle note les instants précieux dans son carnet. Et je finirai avec ça juste, mais ces instants précieux, il y a se promener avec Oko, être comme dans un pot de miel et attendre une surprise. Wow! C'est poétique, c'est très beau. C'est poétique et très accessible quand même aux enfants et aux parents. Et j'aime beaucoup l'espace et le silence qu'elle installe à ses personnages. Oui. Et donc, pour la partie écriture du voyage, vous suggérez un autre titre. Oui, pour la partie écriture du voyage, j'ai pensé à La fille à moto de Ami Noveski et Julie Morstadt. C'est édité à La Pastèque et c'est traduit par Fanny Britt. Et le travail de traduction de Fanny Britt est vraiment, vraiment excellent. Et c'est un coup de cœur vraiment pour ce livre-là qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui rêve d'explorer le monde, de voyager, de partir. Et elle le fait en partant à moto. Et c'est l'histoire vraie de Anne-France d'Hauteville qui a vraiment fait le tour du monde à moto en 73. Tout à fait. C'est un bel album qui est vraiment magnifique, qu'on pourrait vraiment offrir à tous les petites filles et les petits garçons de notre entourage pour entendre parler d'empuissancement au féminin. Parce qu'on apprend à partir, à oser, à croire en ses capacités, à faire un feu. À faire du thé et à changer un pneu. Oui, parce qu'elle est vraiment débrouillarde, cette fille. Les couleurs sont magnifiques aussi dans ce livre-là, hein, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment un beau livre. C'est très, très beau. Je vous remercie beaucoup, Émilie Arvut. Ça passe toujours vite, hein, ce temps à la radio. On va mettre tous les liens sur notre site. Je voudrais vous souhaiter un bel été, du soleil, du vent, pas trop. Et surtout du temps pour lire aux îles, au plaisir de vous revoir aux îles de la Madeleine ou vous, si vous venez sur la Grande Terre, à Montréal, au grand plaisir, Émilie Arvut. Merci, bonne journée. Bonne journée. Salut, je m'appelle Luca, j'ai 11 ans. Je vous recommande la BD Mort et déterré de Jocelyn Bauer. Parce que c'est une BD émouvante qui me donne beaucoup de frissons. Et c'est la première BD que j'ai lue en 5e année. Et puis, elle m'a donné la chance que lire est un monde d'imagination si grand que tu peux y avoir des choses incroyables. Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois Mélissa Molène-Dupuis, qui se définit comme maman, conteuse, réalisatrice, animatrice, comédienne, militante inou féministe et environnementale et autrice. L'auteur Pierre-Alexandre Bonnet assure la tribune littéraire de grandes personnes à propos de séries captivantes et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir une autrice qui porte plusieurs chapeaux. En fait, dans la vie, elle porte souvent un vrai chapeau, mais dans la réalité, elle se définit aussi comme une maman, conteuse, réalisatrice, animatrice, comédienne, militante inou, féministe et environnementale. C'est vraiment beaucoup de chapeaux à porter. Quoi, Mélissa Molène-Dupuis? Oui, Marie. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Je te présente aux auditeurs et aux auditrices. Mélissa, on s'est dit qu'on se disait-tu. T'es née en 1978 et là, tu me corriges hein, pour toutes mes erreurs de prononciation. Ah, c'est parfait. Jusqu'à 78, ça marche. Ça va bien. T'es née à Equanichit. Oui, on va dire Equanichit. Parfait, comme merci. C'est que ça glisse sur la langue. Oui, puis il y a un T qui est important. Ouais. C'est rebaptisé Mingan, c'est sur la côte nord du Québec, d'une mère inoue et d'un père québécois de Victoriaville. Tu as étudié en arts visuels et médiatiques à Montréal. Tu es l'une des cofondatrices du mouvement Idle No More au Québec. Ça, c'est l'un des mouvements qui a marqué l'année 2012. En 2014, tu étais présidente de Wapikoni Mobile. Sur leur site, on retrouve plusieurs de tes productions, des courts-métrages, notamment Respecter la roue, qui est paru en 2016. On t'a décerné le prix ambassadeur de la confiance pour les droits
droits de l'homme d'Amnesty International en 2017. Tu es responsable de la campagne Forêt à la Fondation David Suzuki. Tu animes l'émission Kwekwe sur Radio-Canada Première depuis 2021. Et on t'invite aujourd'hui à notre émission à propos de littérature jeunesse, Mélissa, parce que tu as publié en 2023 le très bel album Nutimit, un bain de forêt, illustré par Élise Gravel chez Scholastique. Comment on peut traduire Nutimit en français? Nutimit, ça veut dire les terres en arrière. Ça parle de notre territoire. Autrefois, on utilisait beaucoup le mot Nitassinan, c'est-à-dire notre terre, mais c'était beaucoup dans un contexte politique. Alors que là, avec Nutimit, on va parler d'un contexte culturel puis social, c'est vraiment historique de notre connexion au territoire. Fait que Nutimit, c'est vraiment les terres en arrière. Parce que nous autres, l'été, on n'était pas fous, on sortait de la forêt, pas se faire manger vivant par les maringouins. Oui. Des lacs, des rivières, de la mer dans mon cas. Et rendu à l'automne, on retournait dans le Nutimit, on allait justement dans le territoire pour pouvoir aller à la chasse. Et c'est ça le lien avec le Nutimit, c'est un lien connecté, c'est une relation avec le territoire. Et c'est donc tout ça, c'est ce que c'est le Nutimit pour les Inuits. Oui, ben on espère que ça va le devenir aussi pour tous ceux qui sont peut-être pas nés dans le territoire ou dans la culture, mais je pense que c'est une relation qui des fois est déconnectée et c'est ce que j'espère faire avec Nutimit, avec le livre, c'est de reconnecter des jeunes qui sont pas nécessairement nés dans la culture des Inuits, des Atikamekw, des Naskapi, mais qui sont eux autres aussi des enfants qui partagent le territoire avec mes enfants. Fait on espère que ce soit des savoirs qui se transmettent, qui au lieu d'être juste vus comme des savoirs autochtones, redeviennent des savoirs humains. OK. Puis comment c'est né, ce projet de livre jeunesse? Ah, écoute, ça, là, je dois ça 100% à mon outarde préférée, Élise Gravel. C'est une outarde de tête, parce que l'outarde de tête, c'est celle-là qui est en avant, puis qui coupe le vent, qui fait le plus gros travail pour tout le monde. Mais Élise, elle m'a amené, elle m'approchait, parce qu'on se connaissait du travail que je faisais. Je faisais des bains de forêt pendant la COVID avec du monde, je le faisais en virtuel pour parler justement de ce sentiment de déconnexion qu'on subissait pendant la COVID. Tout à fait. Et là, elle m'a dit, hey, Mélissa, tes bains de forêt que tu fais, là, t'aimerais-tu ça qu'on fasse un livre ensemble? Bien sûr, j'ai répondu, oui, avec une petite danse. Un livre avec toi. Parce que c'était vraiment me tourner vers les enfants parce que j'ai une croyance énorme au fait que les enfants sont 100 fois plus intelligents que les adultes. Et en vieillissant, notre pâte à modeler qu'on a dans le cerveau, elle devient sec et dure. On a de la misère à rentrer plus de nouveaux matériaux. Mais les enfants, eux autres, ils sont toujours capables de comprendre, puis en plus de le vulgariser assez facilement que les adultes aussi peuvent comprendre. Oui, de façonner, oui, c'est ça. Ah oui. Moi et Élise, ça a été une belle relation parce qu'on a travaillé ensemble. Moi, je disais tout ce que je voulais dire, puis elle m'aidait à le traduire en livre pour enfants. Et une chance qu'elle était là parce que sinon, le livre aurait fait 400 pages de large. Oui, mais là... Tu sais que tu peux en faire d'autres, là, Mélissa. Oui, c'est un signe. C'est un Nutimit. D'abord, tu l'as dit, c'est d'abord le livre de 86 pages. C'est un documentaire où tu fais découvrir aux enfants et aux adultes, ton amour du territoire, de la forêt, des arbres, des légendes, des mots, un peu de ton histoire familiale et même des recettes de ton peuple, les Inuits. C'est aussi un cahier à colorier. Ce livre, est-ce que toi, tu l'as écrit d'abord pour tes propres enfants? Je l'ai écrit pour moi. J'ai écrit le livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais une petite fille, mais qui malheureusement n'existait pas. Je cherchais des livres, moi, dans la bibliothèque. C'était plus facile pour moi de lire sur l'histoire gréco-romaine ou les châteaux médiévaux que de trouver où est-ce qu'on était en 1534. Puis je voulais me reconnaître quand j'étais jeune, puis j'avais de la misère à le faire. Fait que là, aujourd'hui, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu enfant, mais que je peux léguer à mes enfants, puis aux autres enfants qui vont partager le territoire avec eux. Fait que c'est un rêve là, que j'ai accompli. Puis ce qui était fantastique de travailler avec Élise, c'est que moi, je voulais parler aux nous, parce que le Nutimit, ça appartient à tout le monde. Puis là, Élise, elle m'a dit, mais tu vas aussi parler aux jeux. Et c'est là où on en a fait quelque chose de plus intime, puis de connecter à mon historique familial. Et je trouvais ça fantastique parce que je me dis, c'est vrai, on peut pas faire un livre définitif sur toute la culture Innu. Je dis, il y a tellement d'Innu, il y a tellement de Nutimit, il y a tellement de territoires que même moi, ma famille n'a pas encore visité. Je dis, ça serait le fun que d'autres enfants écrivent un Nutimit, puis que le cahier d'exercice, le cahier à colorier, c'est un peu cet espoir-là que les enfants vont écrire leur propre forêt à eux. Ah oui, et c'est intéressant parce que
ça apporte quelque chose de neuf, ça apporte de l'espoir, cette production-là et cette représentation de la forêt aux lecteurs puis aux lectrices. L'album existe aussi en version audio, sur audio. Pourquoi tu tenais à en faire toi-même la narration? Ça, c'est un petit peu égoïste de ma part. C'est parce que je me suis dit, un jour, là, quand je serai plus là, j'aimerais ça que mes petits-enfants, quand mes enfants vont en avoir, ou ben, peut-être les enfants de mes neveux, mes nièces, puissent entendre ma voix quand je vais le raconter. Fait que c'était une manière de pouvoir exister un petit peu dans le futur, d'avoir ma voix prise pour ce livre-là. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas juste ma voix, il y a aussi celle de ma cousine qui a fait toute l'oralité Innu dans le livre qu'on peut justement aller entendre grâce au code QR sur le site de Scholastique pour aider les parents, les enseignants qui veulent apprendre les mots en Innu-Aimun. Fait que c'est une voix qui est... le livre est partagé dans la voix, mais pour le livre d'audio, je voulais vraiment... pouvoir raconter cette histoire-là avec ma voix à mes petits-enfants. Tu me permets de faire un lien. Noutchmout, c'est disponible en français, en anglais. Est-ce que ça l'est ou est-ce que ça le sera un jour en Innu-Aimun? Ah, c'est clairement un de mes rêves parce qu'on a quand même l'Institut Tchakapèche qui existe et qui travaille depuis des années, des décennies, à faire des cahiers d'éducation, de promotion de la langue Innu. Sans eux, là, on n'aurait pas tous les cahiers d'exercice dans les écoles. Fait que j'aimerais tellement ça, là. C'est sûr que ça va être un projet qu'on va développer avec Scholastique, de l'avoir écrit en Innu-Aimun pour que les jeunes puissent se reconnaître. Mais c'est sûr que l'avoir en français et en anglais, ça me permettait de rejoindre des jeunes et des jeunes autochtones à travers le Canada parce que on le dit souvent, on n'a pas choisi nos colonisateurs, fait que souvent même la langue française et la langue le français et l'anglais nous séparent même entre autochtones, fait que de pouvoir partager ma culture avec, par exemple, des Wet'suwet'en dans l'Ouest ou des Haïda, c'était vraiment aussi un peu mon espoir. C'est précieux, ça. Moi, je t'ai découverte, Mélissa, dans une production vidéo que j'ai pas réussi à retrouver, puis je suis vraiment désolée de ça. Ça date de 2017-2018 environ. T'étais avec la militante Judith Lucier et une autre personne allochtone. Je me souviens que vous étiez assises. Toi, t'étais assise sur un tabouret, puis les deux autres étaient assises par terre devant toi, comme des enfants à qui on raconte une histoire. Mais l'histoire que tu leur racontais, c'était ponctué d'exemples de ce qu'on trouvait dans les manuels d'histoire des années 60, 70, 80. Donc, c'est ce qui était présenté aux jeunes élèves québécois. Et surtout, la représentation colonialiste qui était faite des peuples autochtones. Et j'ai lu dans le portrait de toi qu'on retrouve dans le livre Effronté, l'histoire peuplade de 21 Québécoises audacieuses. On raconte là comment toi, à 12 ans, en 90, tu as été confronté à cette représentation. Tu en as parlé tantôt. Ce point de vue qui est juste européen de l'histoire du Québec et du Canada, ça, c'est un moment marquant dans ton histoire personnelle d'engagement, de militantisme. Est-ce que tu crois que ce qui est présenté comme réalité dans les manuels d'histoire aux jeunes élèves maintenant, là, est-ce que c'est plus nuancé? Est-ce que les points de vue sont plus diversifiés d'après toi? Ça s'est beaucoup amélioré. Fait qu'il faut comprendre que moi, j'étais allée à l'école... à l'époque où est-ce qu'on nous montrait les livres de Marguerite Bourgeois, puis on mangeait les missionnaires, on n'avait vraiment pas un beau chapitre. Et même à l'époque, il y avait une division encore entre les alliés des Français et les alliés des Anglais, donc les méchants Iroquois, les gentils Algonquiens. Puis quand tu es de l'autre côté, là, c'est différent aussi. Oui, évidemment. Ceux qui racontent l'histoire peuvent bien choisir comment ils vont la raconter. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Puis en 90, justement, c'était la crise d'Oka. Et pour moi, le premier réflexe quand j'avais 12 ans, c'était de dire « Oh non, faut pas que les Mohawks ils fassent du bruit, sinon on va se faire haïr encore plus qu'ils nous haïssent déjà. Okay. » Et là, j'ai vu Hélène Gabriel et j'ai été bouleversée parce qu'après ça, je me suis dit « Hey, j'ai le droit d'être autochtone puis d'être fière d'être autochtone puis j'ai le droit de pas être gênée. » Fait que la représentation aujourd'hui, elle s'améliore, mais il y a encore beaucoup de travail. On commence à peine à nommer les gens, à peine à reconnaître
des auteurs ou ce qui était fantastique en 2012 quand on a commencé à Idle No More, c'était vraiment on a utilisé les médias sociaux énormément, puis ça nous a permis de passer outre les grands médias qui souvent ignoraient nos enjeux. Et avec ça a réveillé aussi les grands médias. Fait que maintenant j'ai la chance de travailler à Radio-Canada pour pouvoir faire une émission, la première émission francophone nationale autochtone à Radio-Canada de radio. Fait que c'est une grande fierté, mais vous comprenez que pour moi ça veut dire on commence à peine c'est un début. Les murs de verre. Fait que la représentation que je vois dans les livres, par exemple, de ma fille, ça peut être des fois un peu confrontant encore, parce que je trouve que c'est encore très écumé. Ma fille, elle a la chance de peut-être plutôt le malheur d'avoir une militante autochtone qui lui rabâche les oreilles avec l'histoire. Mais, tu sais, des fois, je suis obligée de corriger un peu parce que je me rends compte que, tu sais, l'histoire, c'est une question de comment on la raconte. Fait qu'on parle des fois, on parlait justement dernièrement de Lambert Kloss et de sa chienne. Puis, tu sais, là, il y a une fontaine à Montréal qui a justement Lambert Kloss et sa chienne. Et j'étais fâchée, mais je dis, c'est un chien qui a été, à qui on a appris à chasser les Iroquois, puis on l'a célébré parce que c'était un chien dans le fond qui sans le savoir a été forcé à faire du racisme. Et ma fille, elle me disait ouais, mais il a quand même sauvé des vies. Puis je me suis dit, c'est vrai que d'un point de vue, il y en a pour qui c'était une bonne chose, pour d'autres, c'est une mauvaise chose. Mais des fois, je pense que c'est de se raconter les histoires ensemble, puis de s'écouter l'un l'autre pour voir le point de vue de l'autre. Ça fait. Puis ça arrive souvent des fois quand on parle de colonisation française, je me bute à beaucoup de gens qui idéalisent la colonisation française. Et moi, je dis, vous savez, c'est les mêmes histoires, mais différemment racontées. Fait c'est ça. Je pense qu'il y a une amélioration, mais je pense que c'est aussi de se raconter les histoires pour comprendre le point de vue de l'autre. Il ne faut pas oublier qu'on a été colonisés dans notre histoire, parce qu'on s'est fait raconter la même histoire des pensionnats qui n'existaient pas, la même histoire justement de nous qui mangeaient les missionnaires. Puis aujourd'hui, on est en train de décoloniser cette histoire-là, c'est-à-dire d'en enlever les messages qui étaient faits pour nous rendre dans une lumière négative, mais pour enfin nous représenter. Mais c'est ça, il faut aussi être capable d'écouter quand c'est difficile, quand c'est pas le fun, quand c'est pas agréable. Et ça, c'est encore un défi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mélissa, le temps file à une vitesse hallucinante. Je parle beaucoup, moi, dans le Mais c'est parfait, ça. Mais tu as dit tantôt, on parlait de Nuchimit, que Élise Gravel t'a guidée, puis qu'elle a contribué à faire en sorte que ça soit pas un livre de 400 pages. Est-ce qu'il va y avoir un Nuchimit 2, une suite? Bien, je pense que Nuchimit, c'est une belle manière d'introduire justement la relation au territoire, mais j'ai tellement d'autres sujets que je veux parler, mais c'est surtout, je veux aussi parler d'autres personnes qui protègent le territoire, qui l'honorent, qui transmettent de l'information. Et le prochain volume, je veux parler de la relation à l'eau, de la connexion des femmes avec l'eau, pourquoi on a protégé l'eau à ce point-là, au point où j'en suis devenue une militante, mais je veux le faire avec les enfants, je veux leur transmettre ce regard sur comment l'eau est sacrée. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, à rajouter sur les animaux, les plantes et sur les gens qui protègent ce qui les entoure. On a très hâte. Mélissa, c'est la tradition à Imagez-moi à voix haute. On demande aux invités de nous proposer juste un, de leur coup de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que tu as une suggestion pour nous? On est vraiment juste trop. Attends une minute. Nous sommes les protecteurs de l'eau de Carole Lidstrom, qui avait été justement traduit en collaboration avec Natacha Canapé-Fontaine. Nous sommes les protecteurs de l'eau. Nous sommes les protecteurs de l'eau. C'est un petit livre jeunesse que je trouve magnifique, que je lis avec ma fille, justement. Oui, excellent. Alors, on a bien noté, c'est parfait. Merci Mélissa Molène-Dupuis pour cette rencontre-là. Merci pour ton énergie, ton engagement, ton ouverture d'esprit. Merci pour la fraîcheur que tu apportes, pour ta spontanéité, ton humour. Merci pour cette grande richesse, pour les connaissances de l'essentiel que tu as et que tu partages tout autour de toi. Au plaisir de te lire encore et particulièrement en jeunesse. Merci beaucoup, Mélissa. Tu n'as que Marie, puis j'ai hâte qu'on se reparle pour le prochain livre. Moi aussi, au grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Chante, j'ai 11 ans. Je vous recommande Le cœur décousu de Lynne Vanier parce que ce livre parle d'une petite fille qui vit dans la guerre. Elle perd son père qui doit aller en guerre. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout
tout au long de la saison des gens du monde littéraire assure tour à tour cette chronique et partage avec nous un coup de cœur, un livre jeunesse ou un genre qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est l'auteur Pierre-Alexandre Bonin qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Pierre-Alexandre, vous êtes l'auteur de plusieurs dizaines de livres pour la jeunesse, détenteur d'un doctorat en études littéraires de l'UQAM. Vous avez travaillé plusieurs années comme libraire jeunesse. Vous êtes maintenant responsable de la médiation et de la sélection chez Communication Jeunesse. On rappelle que c'est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne et du plaisir de lire chez les enfants. Même mission, même combat. Oui. Vous enseignez également la littérature jeunesse comme chargé de cours à l'UQAR, donc à Rimouski. C'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire, Pierre-Alexandre. On vous écoute. Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. J'en suis sincèrement ravi et ça me fait plaisir de clore la saison en plus. Oui. Donc, je vais vous parler d'une série en cours en ce moment. En tout cas, j'espère qu'elle est encore en cours, mais j'ai cru entendre entre les branches qu'il y aura un 3e tome en ce moment qui est en train d'être écrit. C'est la série Jimmy Smith, écrit et fait étonnant, illustré par Émilie Rivard aux éditions Québec-Amérique. Je dis fait étonnant parce que Émilie Rivard est surtout connue comme autrice et habituellement on la retrouve, lorsque ses romans ou ses livres sont illustrés, on la retrouve plus souvent qu'autrement en duo avec Mika, sa partenaire de crime. Mais cette fois-ci, Émilie propose elle-même ses propres illustrations et honnêtement, ça ajoute au charme et à l'humour de cette série-là. Donc, qu'est-ce que c'est Jimmy Smith? Les enquêtes de Jimmy Smith, ben, comme le nom de la série l'indique, en fait, Jimmy Smith est un détective privé. Il est parmi les 32 meilleurs détectives privés de la ville. Oh, d'accord, il y en a 32. Je ne sais pas combien il y en a. Est-ce que c'est 32 sur 40, 32 sur 100 ou 32 sur 350 000? L'histoire ne le dit pas, mais il est dans le top 32 des oui, c'est ça, c'est bon. De la ville. Et ce qui est particulier avec cette série, c'est que ce sont des enquêtes que je qualifierais d'anatomiques. Anatomique. Suivez-moi. Oui. Écoutez, avec le titre de chacun des tomes, vous allez comprendre. Donc, le premier tome, c'est La langue au chat, et le tome 2, c'est Le nez du président. OK, d'accord. OK, on donc, comprend, alors. Dans chacun des tomes, en fait, quelqu'un va se faire voler une partie de son anatomie. Oh. Dans le tome 1, c'est la présentatrice du réseau des sports qui se fait voler sa langue et évidemment, un peu comme vous, Marie, vous avez besoin de votre langue pour pouvoir animer. Assez utile. C'est exactement. Donc, dans son cas, c'est assez catastrophique. Et le deuxième problème pour Jimmy, c'est que c'est son voisin, qui est un immigrant qui apprend le français, qui est le principal suspect. Parce qu'on pense qu'en fait, il aurait pu voler la langue de la présentatrice pour mieux parler le français. Donc, Jimmy va non seulement devoir trouver le coupable, mais aussi tenter de défendre son voisin. OK. Et dans le deuxième tome, donc dans le nez du président, cette fois-ci, c'est le président de Crème Frette, qui est une compagnie de crème glacée. Donc, les jeux de mots abondent dans cette série. Ben oui, c'est drôle. Et cette fois-ci, malheureusement, donc vous savez, avec les enfants, parfois, on leur joue un tour, on prend le nez entre nos doigts, on dit « j'ai volé ton nez ». Dans ce cas-ci, malheureusement, le président, c'est littéralement ce qui s'est passé. Le voleur a vraiment, il n'a pas juste dit « j'ai volé ton nez », il lui a physiquement volé le nez. Oui. Et là, Jimmy Smith doit absolument trouver le ou la coupable. Donc, c'est vraiment très, très drôle comme série. Je ris à voix haute et aux éclats. Il y a des jeux de mots, il y a des blagues, des références que les grands vont comprendre aussi, les enfants aussi quand même, mais il y a des gags qui sont clairement pour les grands aussi. La maman de Jimmy ne se gêne pas pour intervenir directement dans le texte, pour l'encourager, le corriger, le chicaner un peu parfois, toujours avec affection, parce que ça reste la maman de Jimmy. Ben oui. Et Jimmy, je vous dirais que c'est un peu un anti-Columbo. Donc, Columbo a l'air un peu niaiseux, mais c'est un professionnel. Jimmy a l'air professionnel, mais est un peu niaiseux. Mais tout pour l'air. Il parvient toujours à mener l'enquête à son terme et pour rester dans la métaphore anatomique, probablement à cause de son flair quand même. J'allais le dire. Il l'utilise à bon escient. Ben oui. Donc, une série
absolument hilarante à découvrir, vraiment. J'aime cette série d'amour et j'attends déjà le tome 3 avec beaucoup d'impatience. Parfait. Et on avait de la difficulté à faire un choix hein, parce que vous aviez pensé aussi à une autre série. Oui. Juste peut-être nous la mentionner avant de quitter. Absolument. En fait, il s'agit, c'est pas une série au sens propre du terme. C'est une collection. C'est une collection, en fait. C'est Petit meurtre entre amis de Sophie Gagnon-Roberge, que certains adultes connaîtront peut-être sous son pseudonyme de Sophie Lee. Cette fois-ci, Jimmy Smith, on est vraiment pour les 9-11 ans. Et Petit meurtre entre amis, là, on est vraiment pour les ados à partir de 12 ans. Des enquêtes policières et tout, des thrillers policiers menés de main de maître par Sophie, qui est une conteuse et une écrivaine redoutable. Et vraiment, dans les 2 tomes, c'est 2 histoires complètement différentes qui peuvent se lire dans le désordre aussi, mais qui sont d'une efficacité redoutable. Donc, 2 polars pour ados à dévorer avec une crème glacée sur le bord de la piscine. D'excellents choix pour l'été. Merci. On va retrouver les liens sur notre site. Merci Pierre-Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. À Marie raconte, pour souligner la fin de la saison et le mois national de l'histoire autochtone, je lis l'album On y va, How-Egwa, de Julie Flette, des éditions de La Pastèque. C'est disponible pour consultation en ligne sur le site de Marie raconte jusqu'au 30 juin prochain. Chaque jour, donc, un petit garçon regarde des enfants passer en planche à roulettes et rêve de les rejoindre. Un jour, sa mère lui apporte une surprise, sa vieille planche, juste pour lui. How-Egwa. On y va. Ensemble, ils pratiquent sur le trottoir un peu partout, mais quand vient le moment de pratiquer au parc, les planchistes dévalent les pentes comme une cascade. Pourra-t-il trouver la confiance pour les rejoindre? On en écoute un extrait. Le garçon s'est accroupi au sol, sous la fenêtre, face à sa mère, agenouillée elle aussi, en vêtements gris, qui lui fait face. Un sac en tissu jaune est ouvert à côté d'elle. Dans ses mains, elle tient un gros objet noir qu'elle présente au garçon. Une planche à roulettes de son enfance. À surveiller, début juillet, le dimanche littéraire de la gare de Sherbrooke. L'activité est organisée chaque année par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie. C'est au marché de la gare de Sherbrooke. Dimanche 10 août se tiendra le Festival de littérature jeunesse de Montréal. Rendez-vous donc au parc Noël Spinelli à Lachine. Dans le catalogue littéraire Je lis autochtone, entre les pages 60 et 83, vous trouverez plusieurs suggestions de livres jeunesse écrits par des auteurs, des autrices autochtones, une mine d'or. En terminant, soulignons quelques sorties de livres en prenant le temps de bien les présenter. Rien du tout de Marie-Hélène Jarry et Amélie Dubois, paru aux éditions de Lisatis, un voyage onirique qui nous invite à ralentir, une ode à la paresse et au repos qui emmènera petits et grands un peu plus près d'eux-mêmes. Juste avant l'été, avant les vacances, c'est une invitation alléchante. Chez deux propositions, Vent de mémoire d'Yves Nadon et de Nathalie Novi, une touchante et poétique histoire sur l'oubli, mais surtout sur l'importance de pérenniser les souvenirs. D'Indime de Nadine Poirier et Geneviève Després, inspirée d'un cas vécu, une histoire aussi tendre que bouleversante sur une amitié improbable entre un petit manchot, victime d'une marée noire, recueilli par un humain bienveillant. Chez Pastel, le tout dernier album d'Olivier Talek, Serpent bleu, Serpent rouge. Même s'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, Serpent bleu et Serpent rouge ne sont d'accord sur rien. Quand Serpent bleu trouve que le ciel est bleu, Serpent rouge le voit gris. Il arrive que le ton monte, mais l'amitié demeure. Une belle manière de rappeler qu'on ne voit pas toujours le monde de la même façon, même entre amis. Chez Sarbacane, le premier d'une série d'enquêtes de Clémentine Beauvais,
Pierre Bayard, Détective privé, tome 1, l'affaire Petit Prince. Interdit d'enquête depuis quelques années, Pierre Bayard, célèbre détective, vous mettez un X dans le milieu du mot, s'ennuie ferme en compagnie de son associé Edith, jusqu'au jour où ils sont enfin appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais leur contact disparaît avant même d'avoir pu les rencontrer, ne laissant qu'un indice pointant vers l'un des textes les plus lus de tous les temps, Le Petit Prince. Flanqués de leur ingénieux voisin de 12 ans, Minuit Pile, et de sa meilleure amie, la frondeuse Bas de Casse, Pierre Bayard et Edith se lancent aussitôt dans l'enquête, le premier volet d'une série exaltante et drôle, sur la piste des secrets cachés dans nos livres préférés. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs. Elisabeth Dubé de Jolie Autochtone et l'autrice Moïra Ouashteshkoun-Bacon, Émilie Arvut de la librairie Flottille aux îles de la Madeleine, Mélissa Molène-Dupuis, Pierre-Alexandre Bonin pour la tribune littéraire de grandes personnes, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. C'est donc la dernière de la saison. Je remercie toutes les libraires, bibliothécaires, lectrices qui ont assuré des chroniques depuis septembre. Également, merci à tous les créateurs, créatrices, les gens du milieu du livre et les jeunes lectrices qui se sont prêtés au jeu de la tribune littéraire et tout particulièrement à Nicolas Aumet pour ses démarches et son implication. Enfin, merci aux auteurs, aux autrices, aux illustrateurs, illustratrices, aux éditeurs, éditrices, aux enseignants et aux enseignantes et à leurs élèves pour toutes les entrevues et pour la place qu'ils et qu'elles font aux livres jeunesse dans leur vie, dans leur classe. Je vous souhaite, comme d'habitude, des lectures captivantes, mais aussi un été apaisant, des rencontres éclairantes, des mots qui vous touchent, des phrases qui vous bercent, des livres qui vous éclairent. Restez à l'affût pour le retour de Image et mots à voix haute. Quelque part, au cours de l'automne, on travaille à une nouvelle formule, mais toujours des épisodes bien ficelés, des rencontres touchantes, éclairantes, avec des créateurs, des créatrices qui font les livres jeunesse et avec ceux et celles qui les lisent. À bientôt, quelque part, cet automne.